Bonsoir et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres de ce 19h. En France, un enfant sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté. Avec la crise, les familles dites vulnérables sont de plus en plus nombreuses. Un constat alarmant à quelques jours de la tenue de la conférence nationale contre la pauvreté. Les femmes au pouvoir sont encore rares. C'était l'objet d'un forum organisé aujourd'hui. Alors pourquoi? Comment donner envie aux Françaises de se lancer dans l'aventure politique? On en parle tout à l'heure avec notre invitée Juliette Méadel, secrétaire nationale à l'industrie au Parti socialiste. L'emploi des jeunes, la recherche sur l'embryon ou encore le rôle des régions au sein de la future banque publique d'investissement. Comme chaque vendredi, c'est le résumé de la semaine au Sénat. Des enfants qui vivent dans la rue, des enfants qui ne mangent pas à leur faim ou qui ne peuvent être soignés faute de moyens. Cela se passe en France. 2 700 000 enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Paul Bouffard et Nathalie Guilloire ont rencontré ces familles en détresse dans une banque alimentaire du Secours populaire dans le 18e arrondissement de Paris. Combien pèse le bébé 6,90 kg. Comme Nadoulé, de nombreux parents viennent ici se ravitailler. Sans grandes ressources, cette maman doit nourrir, habiller et soigner ses 2 enfants. C'est vraiment dur pour les enfants, c'est pas facile, mais bon, je vais chercher des jouets, de la nourriture, du lait pour les enfants. En France, un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Et parole de bénévole, la précarité s'installe de plus en plus. Les produits bébés, ça a du succès parce que c'est très cher et puis c'est toujours les bienvenus, quoi. De plus en plus, oui. C'est une nette augmentation de parents nécessiteux et forcément d'enfants, bien sûr. Au Secours populaire, devant cette détresse, on essaie de proposer des petits plus, comme cette boutique dédiée à l'enfance, ouverte il y a 1 an. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on reçoit de plus en plus de familles et que dans les familles que l'on a, c'est les 3/4 sont avec enfants à peu près. Elles proposent donc de l'épicerie, des goûters, des biscuits, de la confiture, des produits d'hygiène corporelle, dentifrice. C'est une demande récente. En tout cas, c'est une demande qui était forte et auquel on essaye de répondre depuis 1 an. Aujourd'hui, la pauvreté est une question de moyens, mais surtout de privation. Nadoulé reviendra ici en février prochain pour un nouveau ravitaillement. Et avec nous sur ce plateau, Dominique Versini, bonsoir. Vous êtes ancienne défenseure des enfants et vous avez piloté un groupe de travail sur les familles vulnérables. Alors comment en est-on arrivé là ? Oui, c'est un travail que j'ai réalisé avec le président de l'ATD Carmonde, M. Madinier, et nous avons, ainsi que de nombreuses associations, et nous avons constaté des chiffres accablants et très en augmentation. 2 700 000 enfants vivent dans une famille qui est en dessous du seuil de pauvreté, et ce sont les chiffres de 2010. On est plus vraisemblablement autour de 3 millions d'enfants vraiment pauvres, et dont la pauvreté va avoir des conséquences sur tout leur parcours, sur leur santé, sur le logement, sur leur scolarisation. Et je crois que là, aujourd'hui, c'est vraiment un signal d'alarme qu'il faut lancer. Ce sont des situations qui se sont accentuées ces dernières années, avec la crise notamment. Comment on en est arrivé là ? Ah oui, ça s'est vraiment accentué puisque il y a eu 350 000 enfants de plus qui sont passés en dessous du seuil de pauvreté par rapport à il y a 2 ans. On en arrivait là pour beaucoup de raisons. Je crois que c'est d'abord il y a déjà une raison qui est le changement du mode de travail. Les personnes qui sont dans ces situations sont des gens qui sont en CDD, en intérim, en travail fractionné, la précarisation du travail. Beaucoup de mamans seules avec des enfants, mais aussi les familles nombreuses avec 3 et 4 enfants qui sont également touchées. Et puis parallèlement, depuis 15 ans, on n'a pas construit assez de logements sociaux pour ces familles. On n'a pas suivi l'évolution de la famille. Et ça, on le paye très cher puisqu'aujourd'hui, l'hébergement d'urgence est sursaturé. Et le SAMU social que j'ai co-créé en 1993, aujourd'hui accueille 20 000 personnes en famille, dont 10 000 enfants au SAMU social, alors que le SAMU social était destiné à aller au-devant des grands clochards. Donc c'est vraiment catastrophique et on voit que la santé des enfants est pénalisée parce qu'ils sont soignés aux urgences, parce qu'ils ne sont pas suivis comme sont suivis en termes de prévention tous les enfants. Voilà. Et on voit également qu'il y a un vrai fossé qui se met en place
et que l'école se retrouve aussi en très grande difficulté parce qu'au fond, c'est un échec. Même la réforme de la carte scolaire est un échec. Les écoles, la mixité sociale, c'est jamais faite, donc c'est un échec de la politique de la ville. Alors, quelles sont les pistes pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion chez les plus jeunes ? Alors les pistes que nous portons avec le président Madinier, c'est d'abord faire quelque chose qui n'a jamais été mis en place, une politique nationale coordonnée de l'enfance, qui sera ensuite déclinée par territoire pour avoir respecté les particularités locales. L'État doit déterminer quels sont les objectifs pour les enfants, parce que l'État est le garant de l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et puis il y a trois choses à laquelle nous tenons vraiment et qui sont un vrai problème pour les familles et les mamans, c'est les places en crèche. Seulement 4% d'enfants de familles pauvres ont accès à une place de crèche et tous les parents qui nous entendent savent la difficulté d'avoir une place en crèche. Donc nous souhaitons qu'il y ait un plan avec des objectifs comme pour la loi SRU. Plus de places, mais beaucoup plus de places en crèche. 240 000 de plus sur 10 ans. Également, nous souhaitons qu'il y ait un plan santé coordonné. Il n'y a jamais eu un projet de santé coordonné pour tous les enfants. Il faut coordonner tous les dispositifs avec un maître mot, prévention, aller vers, intervenir au plus tôt parce qu'après ça coûte très cher. Et enfin, pour l'école, il faut que l'école travaille en alliance avec les familles, avec les parents. Les parents sont les meilleurs alliés des enseignants et ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un espace parent dans chaque école. Faisons déjà cela et puis tout le reste ensuite, mais faisons une loi qui dit quels sont les objectifs que l'État se donne dans ce plan quinquennal dont le Premier ministre nous dira les grandes orientations et qui sera lundi et mardi lors de la conférence nationale contre la pauvreté. C'est vraiment, c'est un cri là que nous lançons. Hein. On peut les chiffres on peut pas se permettre ce gâchis. Dominique Versini, merci d'avoir répondu à nos questions sur notre plateau. Merci. Marine Le Pen ne rejouera pas le match dans la circonscription d'Hénam-Beaumont. Le Conseil constitutionnel a validé les 7 élections législatives pour lesquelles des recours pour cause d'irrégularité avaient été déposés. La présidente du Front National dénonce une décision politique. En revanche, ce dimanche, on revotera bien dans 3 circonscriptions. Ces législatives partielles dans le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine et l'Hérault font figure de test pour les différents partis politiques. Jérôme Rabier. L'UMP pourra juger l'impact de ces récentes divisions internes dans la 13e circonscription des Hauts-de-Seine. Le président du Conseil général, Patrick Devedjian, ne l'avait emporté que de 200 voix en juin dernier. Il devra faire face à un jeune candidat chevènementiste, soutenu par le Parti socialiste et les Verts, qui compte bien surfer sur la guerre des chefs à l'UMP pour s'imposer. Toujours en Ile-de-France, mais cette fois-ci dans le Val-de-Marne, Henri Plagnol ne devrait pas être inquiété. Il avait largement remporté l'élection avec plus de 6000 voix d'avance sur la socialiste Sophie Cerqueira. A noter qu'il est cette fois candidat sous l'étiquette UDI alors qu'il était UMP en juin dernier. Son scrutin n'avait été invalidé que parce qu'il avait comme suppléant un élu qui occupait déjà cette fonction auprès d'un sénateur, ce qui est formellement interdit. La 3e et dernière élection de ce week-end aura lieu dans l'Hérault. Dolores Roquet, qui ne l'avait emporté que de 10 voix dans une triangulaire, devra faire mentir les mauvais sondages du PS depuis juin dernier. Face à elle, l'UMP Elie Abou a décidé d'axer sa campagne sur les problématiques locales, loin des querelles parisiennes au sommet du parti. Le score du FN, qui a préféré remplacer son candidat par une responsable frontiste bien implantée, sera scruté. Le Rassemblement bleu marine rêve d'un 3e député à l'Assemblée en profitant de l'usure du pouvoir côté PS et guerre des chefs à l'UMP. Mais la grande vainqueur de ces 3 élections partielles devrait être l'abstention, qui est traditionnellement forte pour ces scrutins isolés dans le calendrier. Les femmes et le pouvoir, la relation est encore compliquée au XXIe siècle. L'association pas évidente. Face à ce constat, le premier forum national pour encourager et inspirer les femmes dans leur vie politique s'est tenu aujourd'hui à Paris. Quelques chiffres. En France, seulement 14% des maires sont des femmes. 27% de femmes siègent à l'Assemblée. C'est mieux qu'au Sénat, où elles ne sont que 22%. Et face à ce déficit de représentativité, Sandra Cerqueira est allée recueillir l'avis d'hommes de pouvoir. Sincèrement, j'en sais rien. Moi, je ne sais pas faire des généralités de genre. Ce que je sais en revanche, c'est que la société, et notamment d'ailleurs parfois les médias, portent un regard différent sur le personnel politique en fonction du fait de savoir si c'est une femme ou si c'est un homme. Il est absolument évident que chacun a les mêmes qualités. Ce n'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question de personne. Il y a des femmes sans doute qui ne sont pas en capacité de le faire. Je pense que ce n'est pas un obstacle d'une femme pour exercer un mandat politique ou une responsabilité au monde de l'entreprise.
serais tenté de dire maintenant, avec les quotas, la parité, oui, parce qu'il y avait moins de femmes qui étaient en politique. Mais ceci dit, je pensais ni à un atout, ni à des avantages. On dit beaucoup, oui, c'est un atout, parce qu'il faut des femmes en politique. Ça, je crois que c'est le langage officiel. Aujourd'hui, être une femme, c'est clairement pas un atout en politique. Parce que les modes de sélection des candidats à l'intérieur des partis politiques, le type de disponibilité qu'il faut avoir, d'abord pour être désigné, ensuite pour être élu, et puis enfin pour exercer le mandat, vu aujourd'hui la répartition des tâches à la maison, telles qu'elles sont, je ne dis pas que c'est l'idéal, mais je dis qu'aujourd'hui c'est encore comme ça, c'est aujourd'hui clairement plus compliqué pour une femme. Et on répond toujours oui à cette question-là. Si cette femme a davantage de compétences, davantage de talent, qu'elle est mieux placée que moi, bien sûr. On ne peut pas débarquer du jour au lendemain des sortants qui ont fait leur boulot. Des hommes pour mettre des femmes. Je pense qu'en fonction du temps, de la vacance, oui, des femmes doivent être élues, plutôt présentées dans les circonscriptions gagnables. Voilà, je vois dans le 19e, il y a Jean-Christophe Combellis qui est un leader de premier plan qui est élu depuis un certain temps. Dans l'autre partie du 19e, à cheval sur le 18e, Daniel Vaillant, je pense qu'on ne peut pas les remercier, ils ont fait leur boulot. Quand ils prendront leur retraite, la question se posera et je pense qu'il faudra des femmes. Oui. Et avec nous sur ce plateau, Juliette Méadel, secrétaire nationale à l'industrie au Parti Socialiste. Bonsoir. Bonsoir. Alors une réaction à ces paroles d'hommes de pouvoir? Elles sont variées. Vous avez vu qu'on a un élu qui est un peu plus jeune que les autres et qui tient des propos dans lesquels je me reconnais totalement, avec l'idée qu'évidemment il faut renouveler le personnel politique et que les femmes font partie de ce renouvellement-là, parce que la société doit se sentir en phase avec sa classe politique. Et si aujourd'hui on a un discrédit tel dans la classe politique, c'est aussi parce que cette classe politique n'est pas suffisamment représentative, y compris en termes de genre, pas seulement en termes de profil social, mais elle n'est pas suffisamment représentative de ce qu'est la société dans sa diversité et dans la multiplicité de ses composantes. Comment le sexisme et la misogynie se manifestent en politique ? Je dirais qu'il y a d'abord un doute qui plane lorsqu'une femme est candidate à quelque chose. Il y a d'abord un doute qui plane sur sa légitimité et sur sa compétence. Et c'est quelque chose que les femmes ressentent, je trouve, davantage que les hommes. En fait, la compétition est difficile pour tout le monde, pour les hommes comme pour les femmes. Mais il y a en plus, quand on est une femme, ce sentiment qu'il faut faire la preuve de quelque chose de plus. La faute à l'obligation de parité, qui n'est pas respectée, mais... La parité est une bonne chose, parce qu'elle oblige au moins les partis politiques à trouver des femmes. Le doute sur la légitimité, on peut se dire, elle est là parce qu'on avait besoin de femmes sur telle liste. Ou... Je crois qu'on n'a pas besoin de raisons quand on n'a pas envie de partager le pouvoir. On n'a pas besoin de trouver des raisons justifiées et légitimes pour remettre en cause les candidatures qui se proposent. Juliette Méadel, je vous propose de regarder un extrait du documentaire Madame la Ministre, diffusé sur notre antenne, réalisé par Michel Dominici, et on en reparle après. Le président de la République m'a demandé de conduire. J'ai envie de vous demander, Madame Alliot-Marie, d'abord, comment vous avez trouvé le look d'Édith Cresson? Est-ce que vous avez aimé sa veste pied de poule et sa façon de retrousser les manches avant d'attaquer? Écoutez, moi ça m'ennuie beaucoup, vous me parliez de ça, parce que je crois que Édith Cresson est Premier ministre, et c'est le Premier ministre que l'on a jugé. Le reste, les détails vestimentaires, on peut parler. Vous voulez qu'on parle de votre cravate, en fait? Elle vous plaît? Je répondrai d'autant plus volontiers que l'on s'adressera à moi en respectant mon sexe et ma féminité, en disant Madame la ministre et en parlant de la représentante du gouvernement. J'ai vu des grands hommes politiques et non des moindres aller dans certains pays et faire des discours de leçons, voilà, en disant qu'une démocratie, qu'une civilisation ne pouvait pas exclure les femmes aux responsabilités. Alors comme j'ai dit très récemment, alors chiche, on peut le faire chez nous. Parce que le monde a changé, alors la politique doit changer, et avec moi, elle ne sera plus jamais la même. Les choses ont évolué entre Édith Cresson et Ségolène Royal? Oui, au sens où quand le Parti socialiste a choisi Ségolène Royal au terme d'une primaire qui a été vraiment sans concession, il a fait un acte révolutionnaire. C'est-à-dire que décider de porter à la tête d'un parti pour être président de la République une femme, c'était réellement innovant.
C'est une femme qui a un certain charisme et un réel talent. Et je dois vous dire que pour avoir été associée de près à cette campagne à côté d'elle, j'ai ressenti très vivement à quel point on faisait vraiment pas de cadeaux aux femmes et à quel point il y avait même une dose d'exigence supplémentaire et en fait de poids de mesure qui était fait entre elle et le candidat de l'époque, Nicolas Sarkozy. Il y a une autre question qui revient souvent, une carrière politique est-elle compatible avec la vie de femme? Est-ce qu'elle vous énerve cette question? En fait, ce qui m'énerve, c'est le concept de vie de femme. Qu'est-ce que c'est une vie de femme? Alors vous allez me dire, une vie de femme, c'est une vie familiale épanouie. Oui, mais un homme aussi a besoin d'une vie familiale épanouie pour être heureux. Donc je dirais qu'en fait, la problématique, plus généralement, et qui intéresse aussi nos téléspectateurs, c'est comment on peut concilier les temps. Les temps de vie privée, les temps de vie professionnelle et les temps aussi de vie publique, associative, culturelle, que sais-je. Mais maintenant, cette question se pose aussi pour les hommes. Et ce qu'il faut que sur le plan politique, on arrive à composer ensemble, c'est à trouver un bon équilibre dans la répartition des tâches. Dans le reportage que vous avez fait tout à l'heure sur l'enfance, qui est crucial, il y avait la question de la petite enfance, dont je me suis occupée pendant la campagne présidentielle, et trouver des modes de garde adaptés vite, quand les enfants sont petits, c'est essentiel pour l'égalité homme-femme. Dernière chose, que pensez-vous des propositions du rapport Jospin en la matière, notamment sur le renforcement des pénalités financières? Est-ce que ça va assez loin? Alors, je trouve que ce rapport, très sincèrement, il y a des avancées très intéressantes sur la question du non-cumul des mandats. On y reviendra peut-être parce que ça touche la question des femmes. Sur la parité, il est un peu en retrait. Il y a une seule proposition sur les 35 propositions que compte le rapport Jospin. Une seule concerne la parité. Et cette proposition-là, elle porte effectivement sur les pénalités financières, mais au terme d'une espèce de système qui est d'une complexité, à mon avis, qui le rend peu lisible. Moi, j'aurais fait différemment. J'aurais dit, il faut qu'on rende l'obligation pour les partis politiques de présenter 50% de femmes dans les circonscriptions gagnables. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on présente 50% de femmes, mais regardez bien, la plupart des circonscriptions ne sont pas gagnables. Voilà. Et donc ça, il y a un moyen de le mettre en place, très simplement. Donc un peu déçu par les propositions du rapport Jospin en la matière. Alors, oui. Comme chaque soir, nous avons posé une question aux internautes en partenariat avec le nouvelobs.com. On la découvre. La femme est-elle un homme politique comme les autres? Réponse à 68% oui. Un commentaire? Je trouve que la question est un peu simple, un peu simplement posée. Si c'est au sens aristotélicien, oui, on peut dire que la femme est un homme politique comme les autres. Est-ce que la femme fait de la politique comme les hommes? Il faut quand même réfléchir de façon un peu plus approfondie, notamment sur l'intégration des perspectives du long terme. On en reparlera dans d'autres occasions. Merci d'être venu sur notre plateau. Des milliers d'Égyptiens encore dans les rues ce soir pour protester contre le régime mis en place par le chef de l'État. La crise politique se durcit et les affrontements entre pro et anti-Morsi font redouter de nouvelles victimes. Le résumé de cette journée intitulée « Le vendredi du carton rouge » avec Mélanie Bontemps. Jour de deuil au Caire. Les partisans du président se sont rassemblés en masse pour les funérailles des victimes des affrontements entre pro et anti-Morsi. Jour de colère aussi. Pour le vendredi du carton rouge, des milliers de personnes ont à nouveau manifesté. Direction le palais présidentiel, désormais gardé par l'armée. La veille, le président égyptien était resté ferme face aux opposants, tout en invitant au dialogue. J'appelle tout le monde au dialogue et j'invite tous les partis, les pouvoirs politiques, les jeunes de la Révolution et les grands hommes de loi à se réunir avec nous samedi, le 8 décembre 2012. Un appel rejeté par la principale coalition de l'opposition. Motif, la dérive autoritaire du pouvoir en place. Un décret mettant les décisions du président à l'abri de tout recours en justice et un référendum sur un projet de constitution très contesté. Une impression de déjà-vu pour les opposants égyptiens. Presque un an après la révolution, l'issue de cette crise politique qui tourne à la guerre civile demeure incertaine. Et on apprend que ce soir, des manifestants ont franchi des barrières à proximité de la présidence. La recherche sur l'embryon et les cellules souches, l'emploi des jeunes ou encore Alain Rousset qui défend le rôle des régions au sein de la future Banque publique d'investissement. Tout ce qui s'est passé cette semaine au Sénat est résumé par Nadia Belromari. Pour les uns, c'est une avancée. Pour les autres, un dangereux tournant. Mardi, le Sénat a autorisé la recherche sur les cellules souches embryonnaires obtenues à partir d'embryons détruits. Il s'agit de lever une restriction de la liberté de la recherche qui nous semble, d'une part, relever d'une forme d'hypocrisie
et qui fragilise d'autre part les partenariats européens et internationaux de notre recherche. Inadmissible pour l'opposition, pour qui d'autres voies de recherche existent. La transformation des cellules adultes en cellules souches constitue une alternative efficace à la recherche sur l'embryon humain. Alors, cellules souches adultes ou cellules souches embryonnaires, en tout cas le débat est ouvert. Le texte repart pour une seconde lecture à l'Assemblée. Les chiffres sont alarmants. En France, le chômage des jeunes a atteint un niveau record. C'est le constat fait mardi par les sénateurs. Le nombre de jeunes de moins de 25 ans sans emploi a augmenté de près de 11% en une année. La nécessité d'agir fait consensus, mais les moyens pour résorber cette crise divisent. Les propositions, je crois, de bonne volonté de tous les gouvernements pour l'insertion des jeunes, y compris celui-ci, ne me paraissent pas à la hauteur de l'enjeu. Le gouvernement mettra en place dès 2013 des pactes régionaux pour lutter plus efficacement contre le décrochage. Mardi, le président de l'Association des régions de France a défendu le rôle des régions dans la future BPI, la banque publique d'investissement qui doit accompagner le développement des PME. Pas question pour les régions d'être marginalisées dans la gouvernance de la future BPI. Le risque, c'est quoi? C'est que nos dispositifs, si nous voyons que nous ne sommes pas dans le film de la décision, eh ben nos dispositifs, on les garde. Du coup, Alain Rousset réclame la main sur les comités régionaux d'orientation. Là où il y a des régions fortes, il y a des entreprises de taille intermédiaire fortes. D'où la nécessité que l'on préside les conseils régionaux d'orientation. Sur ce point, il a été entendu au Sénat. L'expertise et le savoir-faire des régions et des territoires soient pris en compte dans la mise en place de la BPI. Mais d'autres questions restent en suspens, comme le rôle d'Oseo, la banque publique des PME, dans la gouvernance de la BPI. Le Sénat doit examiner dès lundi le projet de loi déjà adopté par les députés créant la BPI. La revue Esprit souffle ses 80 bougies. Fondée en 1932, ce mensuel tente de capter l'air du temps, de comprendre les évolutions politiques. Au fil des ans, les journalistes se sont ainsi intéressés aux prêtres ouvriers, à l'éducation physique ou encore à la sexualité, mais toujours avec esprit. Julie Hulin. Octobre 1932, il y a 80 ans, paraissait le premier numéro de la revue Esprit. L'œuvre du philosophe français Emmanuel Mounier, à la tête d'un collectif avec un mot d'ordre, la rupture avec le désordre établi, et un projet, la révolution personnaliste et communautaire. C'est une revue qui est fondée en période de crise économique profonde. Simplement, à l'époque, il y avait peut-être une troisième voie. Il s'agissait de penser au-delà du capitalisme et du socialisme, du capitalisme libéral et du communisme totalitaire. Donc il y avait une espèce de perspective d'alternative, je dirais pas d'utopie. Albert Béguin, Jean-Marie Doménac puis Paul Thibault se succéderont à la tête de cette revue pour en faire un carrefour intellectuel sous la plume notamment du philosophe Paul Ricoeur. Depuis 1988, Olivier Mongin a pris la tête d'Esprit avec le défi de mieux appréhender une société de plus en plus complexe. C'est une revue qui exige de donner du temps. Alors aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est de donner du temps, mais s'il y a quelque chose qui prend du temps, c'est la culture et la réflexion. Donc le problème, c'est est-ce qu'on est dans un monde qui se donne encore les moyens de penser? Je ne dis pas qu'on pense mieux que d'autres. Je dis qu'on est une marque de l'exigence de penser dans un monde qui va beaucoup trop vite et qui a beaucoup de mal, en dépit des images qui défilent, qui a beaucoup de mal à s'ausculter. Du haut de ses 80 ans, Esprit aspire à fêter son siècle d'existence, sans prétention et avec toujours le même souci de l'intérêt général. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur Public Sénat. Un élève de la campagne et un élève de la 3e en ville, on les met à côté, on voit carrément la différence. Il y a beaucoup d'enfants de paysans qui souffrent de ça, de la honte d'être bouseux, comme on dit. Les jeunes des campagnes ont-ils les mêmes chances dans la vie que les jeunes des villes? Quel est l'impact de l'éloignement des établissements scolaires et des lieux culturels sur leurs choix personnels et professionnels? Réponse tout en nuances et en pudeur par les intéressés eux-mêmes. Une jeunesse en jachère, demain à 22h sur Public Sénat.
Vincent Delahaye, bonjour. Alors vous avez été élu sénateur en septembre 2011. Vous étiez déjà maire de Massy à l'époque. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à cette élection sénatoriale? J'avais envie de prolonger mon action de maire avec un mandat parlementaire pour d'abord avoir de l'influence sur les lois et sur les textes qui sont votés, que je trouve souvent beaucoup trop nombreux, ces textes, et avec des normes et des règlements qui sont souvent assez pesants pour les élus locaux. Donc, justement, qu'est-ce que ça vous apporte de plus, ce mandat de sénateur? On change de dimension. Quand on devient sénateur, vis-à-vis des habitants, d'un seul coup, leur maire est devenu sénateur. C'est quelqu'un d'important qui a un rôle au niveau national et ils sont fiers. Vous aviez quelle image du Sénat avant d'être élu sénateur? On a toujours l'image extérieure un peu poussiéreuse d'une assemblée un peu âgée qui travaille. Quand même. Moi, j'avais cette image-là d'un Sénat qui travaille, mais entre guillemets un peu plan-plan peut-être. Je pense que la nouvelle génération est là aussi pour faire en sorte que le Sénat soit un peu plus dynamique. Si je peux être utile effectivement à faire en sorte que le Sénat soit plus apprécié des Français, qu'ils la connaissent mieux, qui ne connaissent pas que les avantages des sénateurs, qui sont souvent surévalués, parce que moi on me dit toujours vous avez une voiture de fonction avec chauffeur, ce qui n'est pas vrai du tout en fait. Donc moi je viens en RER, j'ai la chance de pouvoir venir en RER, donc je rencontre beaucoup de gens aussi dans le RER, ce qui est pas mal. Une réforme du Sénat en priorité, ce serait laquelle? Ce qui m'a choqué et ce que je verrais bien modifier, c'est le mode de scrutin à l'intérieur de l'hémicycle et du Sénat. Je trouve anormal qu'un homme ou une femme puisse voter pour 130. Je trouve qu'on aurait un pouvoir chacun, ça obligerait à avoir plus de présence. Ça, l'absentéisme, c'est quelque chose qui vous a marqué quand vous êtes arrivé aussi? C'est quelque chose qui me marque, moi. C'est quelque chose qui me marque. Alors quand j'en parle à mes collègues, ils me disent « Ah oui, mais on va quand même pas pointer ». Moi, je trouve que c'est pas gênant. On a un badge, c'est pas très difficile de pointer. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui le font dans leur vie quotidienne, dans leur travail. Moi, on me demanderait de pointer, ça ne me gênerait pas, dans l'hémicycle, dans les réunions de groupe, dans la commission des finances, et puis voilà, on sait combien de temps on a passé ici, et on met un quota par semaine, et puis on sait, voilà, et puis on est rémunéré en fonction de notre présence. Racontez-moi comment vous avez pu obtenir une place ici dans la commission des finances. Normalement, pour un nouvel arrivant, c'est pas acquis. C'était pas acquis, effectivement, parce que le groupe Union Centriste et Républicaine avait 4 places et il y avait 3 anciens, donc il n'y avait qu'une place pour un nouveau et on était plusieurs à souhaiter être membre de cette commission des finances. J'ai beaucoup assisté, j'ai travaillé auprès de Jean Arthuis et de Françoise Oqueto pendant les 2 jours qui ont précédé la nomination et j'étais content qu'il m'ait retenu. Est-ce que c'est facile de se faire sa place dans cette commission ? Moi, j'ai pas eu l'impression que c'était super difficile. Alors, après, on découvre le budget. Moi, j'ai découvert le budget, donc pas très facile à appréhender tout de suite. En même temps, moi, j'avais quelques idées quand même sur ce qu'il convenait de faire, et notamment au niveau des dépenses. Moi, je suis très attaché à la réduction de la dépense. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai examiné les budgets, j'ai essayé de voir ce que l'on pouvait faire comme proposition de réduction de dépenses ou comme dépenses non obligatoires ou non urgentes. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu ou du moins écouté ? J'ai été écouté. Après, entendu, je trouve que mes amis parlementaires sont peut-être un peu frileux sur le plan et puis assez peu imaginatifs sur le plan des réductions de dépenses. Ils sont très imaginatifs quand il s'agit de créer des nouvelles taxes et sur le plan de la réduction de la dépense, c'est beaucoup plus difficile. Et on sent beaucoup de frilosité et de peur, je dirais presque, alors que ça fait partie du rôle normal d'un élu que de chercher aussi des économies. Engagé ou désenchanté? Ah non, je vais pas voter, non. On nous donne l'occasion de donner notre avis, alors on devrait tous le faire. Militant ou indifférent? Moi, je ne me sens pas particulièrement concernée par ça. Les jeunes prennent la parole. Sandra Freeman aborde avec eux les fondements et les enjeux de notre démocratie. Vous savez, depuis quand on a le droit de voter? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que dans cette société, les rituels, oui, sont très importants. Génération République, c'est sur les chaînes parlementaires, dimanche à 11h15.